Bon. C'est bien cadré. Donc Leilu Nishma, Lidi Masuda, Bat Sulika. Donc, on finit aujourd'hui le chapitre sur l'encouragement. Sur la clé d'éducation, on a dit que c'était l'encouragement. Et on passera le cours prochain sur la notion de punissement, de punir, comment on peut les punitions. Ça c'est très important, mais il n'y aura pas de cours, je vous annonce tout de suite, dans les 2 prochaines semaines que Jean-Paul s'arrête. Donc il y aura le cours le jeudi après le 18, sur le 18, donc je crois que c'est le 21, je crois, avec Sandrine vous dira. Donc, on a très bien dit que, on avait expliqué la semaine dernière, que l'encouragement, encourager, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est encourager, était la clé, la pierre angulaire de l'éducation. Et on avait encore une fois, on revient sur le principe, qu'on avait expliqué longuement, qu'il n'y a pas d'éducation sans plaisir, sans bonheur. C'est-à-dire qu'un enfant sous la contrainte, ce n'est pas d'éducation. On va voir le cours prochain qu'à des moments donnés, il faut donner des punitions, qu'à des moments donnés, il faut donner des restrictions, mais ça ne peut pas être la clé. Ça n'est qu'une chose annexe, qui est fondamentale, mais qui n'est pas la clé. Si c'est la clé, on est à côté de la plaque, on n'est pas du tout dans un acte éducatif. L'acte éducatif est par définition un acte qui est, on va le définir de façon très simple, l'acte éducatif est l'acte, l'acte éducatif est avant tout de passer des valeurs aux enfants, valeurs de Torah ou valeurs de DRS ou valeurs de performance, tout ce qu'on veut, les valeurs qu'on doit passer. Passer ces valeurs, qu'elles deviennent intégrées à l'enfant, que l'enfant en fasse sa propre chose, et l'enfant ne peut en faire sa propre chose que si ces valeurs ont été transmises au travers un plaisir, une joie qui permet l'intériorisation et l'identification de ces valeurs. Ça c'est la base de tout ce qu'on vient de dire là, c'est la base de tout. Alors, on va prendre un exemple. Vous savez que très souvent les gens qui s'occupent, vous savez ce que c'est les noshrim? Les noshrim, c'est des Baor Yeshiva très haredi, de familles plus ou moins haredi, qui sont des garçons qui vont en marre de tout. Ils sont plein les Yeshiva, ils font le Shabbat, ils regardent des Shabbatnik. Ah, ils font tout ce que tu veux. Des fois, ils font pire que les Chilonim, enfin, c'est la catastrophe. Internet, tout ce que vous voulez. Et ce qu'on remarque quand vous parlez aux éducateurs, il y a des Yeshivot aujourd'hui, on en arrive là, il faut le savoir. Il y a des Yeshivot de noshrim qui marchent très bien. Un Rosh Yeshiva qui va ouvrir une Yeshiva pour récupérer tous ses enfants, ça marche. Il aura une liste d'attente énorme, il y aura plein de monde, et il y a beaucoup de gens qui donnent de l'argent pour ça, parce que c'est quand même une grande mise, d'essayer de sauver ses âmes. Ah, le but c'est des... Okay. Mais ils disent tous la même chose. Quand ils ont affaire à ces noshrim, c'est des barons et Shiva qui viennent des fois de très très bonnes familles, ils ont tous une même attitude, qui sont passifs. Ils n'ont pas de passion. Ils ne sont même pas comme les jeunes Khilonines qui veulent aller en Inde, qui veulent connaître le monde. Non, ils sont éteints. Ils n'ont pas d'énergie. D'où ça vient? L'explication, c'est qu'en réalité, toute l'éducation chez ces parents, qui sont des fois des gens très bien et qui ne savent pas, est toujours basée sur une frustration, une condamnation, une information qu'on fait aux enfants que ce n'est jamais bien. Et même quand ils réussissent, on dit que quand votre enfant réussit alors qu'il ne réussit jamais, qu'est-ce que vous allez lui dire? Il réussit à avoir une bonne note, jamais il a une bonne note. Comme le caca, non? Continue. Mais non, mais il faut trouver un centre d'intérêt, faire autre chose. Non, je pose une question très précise. Bah, votre fils ou votre fille, d'habitude, amène toujours des 0, et là, il amène un 20, un 12, un 13, un 15. Vous allez dire quoi? Bravo. Bravo, c'est tout? On va aller jusqu'à là. Un cadeau, un truc. Non, mais soyez honnête avec vous-même, qu'est-ce que vous allez dire? Pourquoi pas non? Hein? Tu vois que t'es capable? Non, pas quelqu'un. Vous allez dire. Tu vois que t'es capable? Tu vois que t'es capable. C'est bien de dire que tu vois que c'est capable? Bah, je sais pas. Ah non, parce que ça retombe à la fin. C'est la case. On l'avait dit là. Moi aussi j'ai carrément, mais tu sais, c'est pas. Mais tout le monde dit, tout le monde dit, tout le monde dit ça. La réflexion, le réflexe immédiat, c'est tu vois, je t'ai toujours dit que tu étais capable. Qu'est-ce que vous dites? Quel est le sous-texte? Qu'en vérité, tu n'as bon à rien, qu'en vérité, tu fais toujours ce que tu veux, en vérité, c'est toi qui ne veux pas. Et là, tu as réussi parce que tu veux. L'enfant, il a envie d'exploser. Tu crois que j'ai un idiot, que j'ai envie d'avoir des zéros. Aujourd'hui, je me suis surpassé. Donc, de dire tu vois que tu es capable, tu fais passer comme message qu'en réalité, c'est lui qui est coupable de ses échecs. Alors très souvent, les enfants ont des problèmes de ripouse, ont des problèmes objectifs de compréhension, ont des problèmes psychologiques, ont des problèmes familiaux, ont des problèmes culturels. Vous savez qu'il y a un patrimoine culturel, les gens ne savent pas ça. Il n'y a pas que le patrimoine d'argent.
des gens qui ont des parents intelligents, qui ont de la culture, dans les tables qui donnent beaucoup de Vortora, qui vont donner aux enfants un bagage culturel qui va leur permettre d'être meilleurs à l'école. C'est pourquoi en France, vous avez tout le temps les mêmes générations qui sont à l'ENA. Combien de fils d'ouvriers à l'ENA? Il y en a 1%. C'est pas qu'une question d'argent payer des propres privés, c'est qu'il y a un bagage culturel et intellectuel, un patrimoine qui se passe de génération en génération. C'est déjà plus facile quand les gens ils ont de l'argent pour payer des cours privés. C'est vrai, mais ça ne suffit pas. C'est suffisant. De la même façon, il y a des familles d'ouvriers. Vous voyez en France, des familles d'ouvriers, la deuxième génération, elle a accès à l'école. Bien sûr, mais ça reste encore assez exceptionnel, sauf chez les Juifs, qu'ils arrivent, le père était, c'est très connu chez les Juifs, c'est très connu, le père était tailleur, le fils était médecin et le petit-fils prix Nobel. C'est très, très. Oui, alors, d'accord. Ça, c'est les Juifs, mais pas chez les Goyim. Chez les Goyim, c'est pas ça. Parce que les Goyim sont structurés par les non, d'accord, mais chez les Juifs, c'est vrai. Chez les Juifs, bien sûr, chez les Juifs, c'est vrai. Parce que les Juifs ont la Torah, justement. Oui, ils ne sont pas confinés dans un univers culturel de la vache, pour les fermiers, de l'ouvrier. Ils ont une vertu à l'infini. C'est flagrant. C'est flagrant chez les Juifs. Au point qu'il y a des goyim qui disent c'est pas possible, c'est que vous truandez, vous payez les examens, comment ça se fait que vous ne pouvez pas payer les gens? Mais en tous les cas. C'est pas forcément que la Torah, c'est aussi que les familles, elles poussent leurs enfants à être mieux qu'eux parce que eux ils ont. Oui, c'est dur. Ça, c'est tous les immigrés. Voilà, exactement. Les Chinois, ils ont ça aussi. Bon, revenons à nos moutons. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de passion? Parce qu'en vérité, inconsciemment, à force de les critiquer, on leur a fait passer comme message que ça ne servait à rien. Donc ils sont maintenant que l'action ne... C'est pas la peine de faire quoi que ce soit, parce que toujours on critique. Donc on a fait passer comme message que ça ne sert à rien de faire l'effort. Donc ils ont intégré l'idée que c'est vain, que de toute façon on ne m'estime pas, que de toute façon j'arrive pas, que de toute façon même quand j'arrive on me dit que j'aurais pu faire mieux, ou que j'aurais pu faire mieux, ou que tu vois que tu peux faire. Ça veut dire qu'on... Alors qu'à ce moment-là précis, l'attitude qu'il faut avoir, éducative du coup, c'est de louer quoi? Louer, encourager, louer l'effort. Pas le résultat. L'effort. Je suis admiratif comment tu as pu te dépasser. C'est extraordinaire que toi, on a un problème aussi avec cette matière, les mathématiques, que tu as pu te dépasser. Je suis admiratif. Alors là, vous ne vous rendez pas compte combien on a insufflé à cet enfant d'énergie positive. Quand on est capable de louer l'effort et de ne pas louer le résultat, on est dans le cœur du système, du cœur de l'élément éducatif, dans le cercle vertueux d'une éducation. Parce que quand on loue que le résultat et pas l'effort, le sous-texte aussi, c'est que je m'en fiche de toi. Ce que je veux, c'est que tu sois conforme à l'idéal social d'une réussite d'un enfant. Donc il n'y a pas de mitiachassout, il n'y a pas de lien avec l'enfant lui-même. Il y a une panique, une angoisse, que l'enfant, je ne vais pas avoir expliqué, que l'enfant ne soit pas matim à l'image idéale qu'on nous fait passer. Chez les Goyim, c'est la publicité, chez nous, c'est le discours social du monde Haredi ou du monde Mizrahi ou du monde dans lequel on est. Où il faut être conforme à la réussite. C'est pas que l'argent, la réussite, c'est aussi l'éducation. Quand l'enfant sent que ton souci de réussite n'est pas son souci à lui, mais le souci de ton kavod mishparti, c'est destructeur pour l'éducation. Donc tu dois dire avant tout, tu dois voir lui. Lui, il a ses difficultés, il a réussi à dépasser ses difficultés. Là, tu dis bravo, c'est merveilleux. Alors que quand tu vois que tu peux, tu détruis. Donc, revenons sur les 3 points cardinaux de l'encouragement. 1, l'encouragement, j'en avais pas la semaine dernière, doit être crédible. C'est-à-dire que quand tu encourages un enfant, tu dois croire, tu dois croire à ce que tu dis. Si tu lui dis, tu es le beau, tu es le plus beau, ça c'est destructeur. Tu es le plus gentil, tu es le plus beau, tu es le meilleur, blablabla, t'es nul. D'abord parce que tu n'y crois pas vraiment. 2, parce que lui, il voit que tu n'y crois pas vraiment. Et donc à la fin, il apprend que ça veut dire, ou bien il peut au mieux, d'abord ça encourage l'orgueil, ça ne pas être à sa place. Et en plus, ça, il dit en vérité je suis nul, et mon père me balance des trucs comme ça à ma mère parce qu'en vérité je suis nul. Donc en vérité il comprend qu'on ne l'estime pas vraiment, puisqu'on lui dit que c'est le meilleur, le plus beau, mais qu'en vérité c'est très bien qu'il n'est pas le meilleur. Donc on lui dit n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à voir ce qu'il est. Donc tous les compliments qui ne sont pas crédibles, à mettre à la poubelle. C'est destructeur, c'est pas encourageant. Deuxième, il faut que ça soit basé sur du réel, même si toi tu y crois. Tu y crois. Il y a des mères sparadiotes polonaises qui sont leur père et leur fils, c'est bon, il n'y a rien à faire, c'est les meilleurs. Si on y croit, c'est bon. Hein? Or, si on y croit, c'est pas bon si c'est pas basé sur une réalité.
C'est-à-dire que l'encouragement, doit être crédible, ça veut dire tu dois toi y croire. Si tu n'y crois pas, c'est pas un encouragement, c'est destructeur. Parce que tu montres à l'enfant qu'en réalité, il ne vaut rien, que tu lui inventes des qualités qu'il n'a pas. 2, ça lui donne de l'orgueil. 3, il ne croit plus, tu détruis la confiance dans les parents. Donc, avant tout, que toi, tu y crois. 2, que c'est basé sur une réalité. Tu localises chez l'enfant des qualités qu'il a, des efforts qu'il a fournis, etc., etc. Pas juste... il faut que ce soit basé sur du vrai. Il faut arrêter de délirer avec ses enfants. Parce que sinon, on arrive dans le problème du 100, du 50, du 0. C'est la théorie du 100, 50, 0. C'est une mère tant que son fils peut arriver à 100. Elle lui a fait passer ce message tout le temps. L'enfant sort à l'intérieur de lui, c'est pas réel, il ne peut arriver qu'à 50. Quel va être le résultat? 0. Il va être 0. Pourquoi? Parce qu'il préfère. Parce que quand il est 0, c'est quoi le sous-texte quand tu es 0? Quand tu fais rien. J'aurais pu être 100. Mais il y a des cris. Donc en réalité, je ne trahis pas l'espoir de ma mère. Parce que j'aurais pu être 100. Pourquoi? Parce que personne n'est 0. Donc si je fais rien, pourquoi? Parce que la cigarette, parce que la drogue, parce que les amis, parce que... Mais moi, je suis 100, potentiellement. Donc si quelqu'un projette du 100 alors qu'il est 50, le résultat sera 0. Donc il ne faut pas projeter du 100. Il faut projeter, il ne faut rien projeter. Il faut pas dire tu deviendras le meilleur, c'est nul tout ça. Ça c'est destructeur. Tu dois, que ça soit crédible, 2, que tu encourages des choses qui sont réelles et que tu loues des choses qui sont réelles. 3, que, ça c'est très important, que quand on donne une éloge à un encouragement, ça soit sans limitation et sans condition. Tu repères un effort qu'il a fait, une réussite qu'il a fait, un surpassement. C'est merveilleux, tu commences pas à dire tu aurais pu le faire. Tu vois, là, j'espère que la prochaine fois tu feras pareil. Non. À ce moment-là, on est dans un rapport d'encouragement sans limitation et sans condition. Très important techniquement. Excusez-moi, vous avez dit, si vous dites 100, c'est pas bon, il va avoir 0. Ouais. Il y a aussi des gosses glandeurs, il faut dire ce qu'il en est. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va dire, c'est bien, glande. Non. Il faut leur dire, bien sûr que tu as le droit à 100. Non, mais l'espoir, je parle d'autre chose. L'espoir qu'on met chez lui, l'information qu'on lui fait, qu'est-ce qu'il veut devenir, il faut lui annuler. Il ne faut pas parler de ce qu'il veut devenir. Mais si on en parle, il ne faut pas que l'espoir que tu attends de lui soit au-dessus de ses forces. Parce que ça, c'est destructeur. Mais de toute façon, il ne faut pas parler de ce qu'il veut devenir. Tu peux dire, de façon générale, on veut tout ce que on veut devenir avec Doléador, les tzadikim, les HM, sont générales. Mais tu ne dois pas dire, toi, je suis sûr que tu peux être le meilleur en maths, toi, tu peux être le meilleur à la Torah. Non, pas comme ça. Surtout s'il ne peut pas l'être. Là, tu lui mets des bâtons dans les roues à vie. T'en fais un loser. Tu peux en faire un loser. D'accord? Donc, troisièmement, sans condition et sans limitation, les encouragements. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une grande erreur chez les parents. Il y a des gens très généreux qui sont avares de compliments. Pourquoi les compliments? Pour leurs enfants. Ils pensent que ça peut... C'est lié qui est froid. Parce qu'ils exigent trop de choses. Ou parce qu'ils exigent, ou parce qu'ils ont peur, ils ont une fausse peur stupide de croire qu'en flattant ton enfant, tu vas le rendre orgueilleux. C'est la plus grande stupidité. Et je vous garantis qu'il n'y aura jamais d'orgueil qui naîtra d'un encouragement qui est basé sur du réel. Par contre, si l'encouragement est basé sur du factice, oui, tu crées des fausses, des orgueilleux. Mais si tu encourages quelque chose qui est basé sur une réalité de l'enfant, il n'y aura jamais d'orgueil qui sortira. Jamais. Je vous donne un exemple qui est très triste, mais qui est bien fini, heureusement. Il y avait un homme, Pinchas, un garçon Pinchas, qui était extraordinairement indiscipliné. Il n'écoutait rien, chaque fois que ses parents lui demandaient quelque chose, ça ne se passait pas. Et c'était terrible, parce que les parents ont tout essayé, les coups, les punitions, les récompenses. Ils ont tout, rien à aider, rien à aider. Ils ont été demander conseil à un rave. Et regardez ce qui s'est passé. Il est rentré, la mère radieuse de sauver les gens. On a l'habitude quand il rentre, la même chose, qu'est-ce que t'as encore fait comme bêtise, bon. La radieuse. Elle a dit, je t'ai préparé le plat que tu as aimé. Il adore les spaghettis bolognais, il a fait des pâtes aux fraises, il a fait. Déjà, un gamin, il comprend pas ce qui se passe. Bon, il est content. Il mange le père rentre. D'habitude, quand le père rentre, c'était toujours à sa mère qui lui dit, regarde ce qu'il a fait Pinchas, il m'a pas écouté, il a cassé le truc, il n'a pas été joué le lien, et le père, maman, alors ça va pas du tout, ça, je vais donner les punitions. Le cycle a toujours comme ça depuis des années, qui marche à rien, qui est complètement destructeur, ça n'a rien. C'est vrai. Le père, il rentre, l'enfant, il se monte à la physique, c'est la rengaine quotidienne. Il dit, alors je tiens à te dire quelque chose, c'est que ce matin, l'enfant a fait quelque chose d'extraordinaire.
elle a inventé n'importe quoi. Elle a inventé qu'il a fait un petit truc. Il s'est pris une heure plus tôt, une minute plus tôt. L'enfant, il vient, il croyait qu'il se moquait d'eux. L'enfant, il croit qu'il se moque d'eux. Je parle, il se fiche de moi, ça. Et l'enfant, il vient. Le père, il dit, Alain, je suis très fier de toi que tu aies pu faire je te félicite. Et il l'embrasse. Enfin, l'enfant, il vient rouge dans sa chambre. Il ne comprend pas très bien. Alors, on aurait pu raconter que l'histoire s'arrêtait là, que le lendemain, il est énervé. Pas du tout. Il a continué à faire des bêtises. Mais on a parlé au Rebbe. Et on a dit au Rebbe aussi, on fait la même chita. On va essayer d'encourager le moins de petites choses qui arrivent. Et là, le Rebbe, il a dit d'habitude, il y avait un poste, je ne sais plus quel poste c'était, de noter l'enfant et tout. Tout le monde voulait ce poste, c'est le cas de près. Il a dit, cette année, ce mois, c'est Pinras. Pourquoi? Parce que j'ai entendu de tes parents que tu as su te surpasser. Et parce que tu as su te surpasser, ça mérite, je t'admire, j'admire que tu aies pu te surpasser. Tu as fait vite bodette sur ton problème. Tu mérites d'avoir ce poste. Et donc, peu à peu, ils ont eu 2 entrées difficiles, mais peu à peu, chaque fois que l'enfant faisait quelque chose d'un petit peu positif, parce que l'enfant a pris à la recherche de ça, il dit, il fait quelque chose de positif. On complimentait encore quoi? Son effort, tout le temps, jamais le résultat. Son effort qu'il a réussi à se surpasser, à se dépasser. Et à ce moment-là, au bout de 2 ans, l'enfant est complètement changé, au point que quand ils ont demandé à ces enfants, aux parents de témoigner, ils se rappelaient plus que les enfants. C'était pour eux comme dans une autre vie, des enfants terribles qui cassaient tout. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Une chose très très simple. C'est qu'on a cassé avec des mécaniques destructrices de relations parents-enfants. Il y a des mécaniques. L'enfant n'écoute pas. La mère crie. Je vais te dire à ton père. L'enfant il rentre. Le père il engueule. Il donne une punition. Blablabla. Et c'est comme ça. La mauvaise ambiance. Après, à 20 ans, l'enfant il ne peut plus sauver la maison. Donc on est dans une ambiance d'échec. Donc il faut admettre que ça ne marche pas, déjà. 1. 2, si ça ne marche pas, on va essayer autre chose. Qu'est-ce qu'on va essayer autre chose? On met en point une stratégie où à partir de maintenant, on verra la punition la prochaine fois, il y a des punitions qu'il faut donner des fois, mais en tous les cas, ce point-là, à partir de maintenant, l'acte éducatif en lui-même est concentré sur une seule chose, que dès que l'enfant a fait le moindre petit progrès, qui demande le moindre petit effort, on le met en exergue de façon extraordinaire. Et on est positif. Et on lui sourit, on l'embrasse, on lui dit bravo. Et peu à peu, vous allez voir que cet espace-là, qui était tout petit ou inexistant au début, grandit, au point où c'est plus valable pour l'enfant de faire le fou. Il voulait l'attention de ses enfants, il voulait exister par le refus. Il existe au contraire par la réussite, et tout va bien. Ça, c'est la base, en réalité, d'une rupture avec une logique d'échec. Alors, qu'est-ce qui veut dire encourager? On a dit qu'encourager, dire que tu es le génie, tu es le meilleur, tout. On a dit que ça ne servait à rien, c'est destructeur plus que constructeur, et c'est absolument. Ça ne sert à rien. Alors c'est quoi? On a dit crédible, on a dit réel, on a dit que ça ne met pas, sans condition. Donc pour résumer, un encouragement doit toujours porter sur la capacité à produire un effort, se dépasser, de progresser. Donc en vérité, ça c'est très important. Les encouragements doivent être nombreux en quantité et pas en qualité. Il ne faut pas exagérer les encouragements, mais ils doivent être quotidiens, en quantité et pas en qualité. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est sublime que tu t'es levé 5 minutes avant. Sublimissime, c'est plus grand que la symphonie. Non, on dit bon, c'est génial, je suis super content, regarde, magnifique. Je suis tellement fier que tu aies pu te lever quand même 5 minutes avant. Et comme ça tous les jours, 5 minutes avant. Tu vas avoir une chaise, tu vas avoir la chaise tout de suite. Qu'est-ce que j'adore quand tu fais des efforts sur toi. Comme ça me donne du bonheur d'avoir un fils comme toi. C'est des choses sympathiques, bien, qui encouragent toujours, qui met du positif, de l'amour, du positif dans ces actions. Donc en réalité, c'est pour être très précis. Les encouragements doivent être toujours nombreux en quantité et pas en qualité, ça ne faut pas exagérer la qualité. On doit toujours stigmatiser, signaler des faits et pas des appréciations, des faits. On doit toujours trouver chez lui des faits, des actions qu'il a fait qui sont bonnes. Pas tu es merveilleux, tu es sublime, tu es beau, tu es le plus beau, tu es le plus... Des faits. On doit trouver des faits. 2, des efforts et pas des capacités. Je connaissais un homme qui avait un fils, c'était un génie. Et le Rav Shlomo Zalman l'avait testé. Très bien. Bravo, tu as beaucoup travaillé. Et il a prévenu son père, il dit, c'est un génie, ton fils ne lui dit jamais si on doit le détruire. Parce qu'on ne donne pas, on ne fait pas l'éloge de capacité.
on fait l'éloge d'efforts. On fait l'éloge de ce qu'il était à ce point-là, il est arrivé là. D'accord? On fait un éloge d'un dépassement et non pas des dons innés. Les dons innés, par contre, faites yéké. On se dit très bien, on sait que c'est génial. Très bien, bon, faites beaucoup de gens géniaux. Pourquoi s'il a vraiment un don? Parce que là, s'il a vraiment un don, si tu focalises sur ça, ça ne rend pas tôt de faire des efforts. Tu as détruit toute l'histoire là. Deux, tu vas le rendre orgueilleux là, du coup. Ah oui, l'orgueil. L'éloge sur des qualités innées donne de l'orgueil. L'éloge sur les efforts ne donne jamais l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est l'ego qui se croit qu'il a le droit d'avoir, comme dit Michel Tchécharim, l'orgueil c'est quoi? C'est quand l'ego dit qu'il a le droit d'avoir des éloges pour lui-même. Alors que l'effort, c'est pas toi. C'est au contraire un manque que tu as su rattraper. Donc c'est d'écouter un chef, donc il n'y a pas de problème d'orgueil. Il n'y aura jamais d'orgueil quand tu fais un éloge d'effort. Il y aura de l'orgueil qui naîtra quand tu diras que l'homme est génial, qu'il est beau, qu'il est intelligent. Ça oui. Mais si tu lui dis, t'es Ahmad et t'es devenu plus intelligent en faisant du beau, tu es Ahmad et t'es devenu un peu plus intelligent en travaillant, jamais il sera orgueilleux de ça. Parce que le sous-texte, c'est que tu as fait des efforts. Tout le monde peut faire des efforts. Il n'y a pas d'orgueil d'effort. Alors que quand tu fais l'éloge d'essence, c'est une caresse. Mais pas du résultat non plus, de l'effort. De l'effort. Donc on a fini sur le chapitre, on fera la punition la semaine prochaine. Je veux juste résumer pour que ce soit très très clair.